Imagine un instant que tu te réveilles demain matin et que la première pensée qui traverse ton esprit soit son prénom. Pas avec douleur, pas avec ce nœud dans la gorge que tu connais si bien, mais avec cette question qui revient encore et encore, comme une marée qui ne se retire jamais vraiment. Est-ce que c'est possible de le faire? Revenir? Est-ce que c'est encore possible, même maintenant, même après tout ce qui s'est passé? Je veux que tu saches quelque chose avant que nous commencions vraiment. Ce que tu ressens en ce moment, cette espèce de mélange entre l'espoir et la honte d'espérer encore, c'est l'une des expériences les plus humaines qui soit. Il n'y a rien de faible là-dedans, il n'y a rien de pathétique. Il y a simplement quelqu'un qui a aimé, qui a même peut-être encore et qui cherche un chemin. Alors je vais te parler aujourd'hui d'une manière que tu n'as peut-être pas encore envisagée. Pas de stratégie de manipulation, pas de technique pour rendre l'autre jaloux, pas de jeux psychologiques qui finissent toujours par nous blesser nous-mêmes. Non, je vais te parler de toi, de ce que cette situation révèle de qui tu es vraiment et de ce que tu peux faire maintenant, aujourd'hui, qui soit à la fois honnête, courageux et profondément efficace. Parce que voilà ce que j'ai appris en travaillant avec des centaines de personnes traversant des ruptures, des séparations, des distances émotionnelles. La question n'est jamais vraiment comment le faire revenir. La vraie question, celle qui change tout, c'est qu'est-ce que je veux être dans cette histoire? Et c'est là que tout commence. Prends un moment si tu le veux bien. Ferme les yeux si tu es en sécurité pour le faire. Pose une main sur ta poitrine et remarque simplement ce qui est là. Peut-être une tension, peut-être une tristesse douce, peut-être un espoir fragile que tu n'oses pas trop nommer. Tout ça est bienvenu ici parce que dans les prochaines minutes et pendant l'heure qui vient, je vais t'accompagner dans un voyage. Un voyage vers une compréhension plus profonde de toi-même, de l'amour et de ce que signifie vraiment vouloir que quelqu'un revienne dans ta vie. Commençons par le commencement. Parce que j'appelle le piège de l'absence, quand quelqu'un que nous aimons s'éloigne, quelque chose d'étrange se produit dans notre cerveau. L'absence crée une sorte d'amplification. Tout ce que nous avons vécu avec cette personne devient plus beau dans notre mémoire. Les moments difficiles s'estompent, les incompatibilités disparaissent. Et ce qui reste, c'est une image presque parfaite de quelqu'un que nous avons peut-être idéalisé sans même nous en rendre compte. Je me souviens d'une femme, appelons-la Élise, qui était venue me voir quelques mois après une séparation difficile. Elle me parlait de son ex avec une telle tendresse, une telle nostalgie que j'avais du mal à reconnaître la relation qu'elle m'avait décrite lors de nos premières séances. La même relation où elle se sentait souvent invisible, la même relation où ses besoins passaient systématiquement après ceux de l'autre. Mais dans son souvenir, il était devenu quelqu'un de presque parfait. Quelqu'un qu'elle devait absolument récupérer, ce n'était pas de la faiblesse de sa part, c'était de la biologie. Notre cerveau, face à la perte, active les mêmes zones que face à une dépendance. L'absence de l'autre crée littéralement une manque physiologique, un besoin. Et comme tous les besoins non satisfaits, il grossit, il prend de la place, il devient parfois la seule chose à laquelle on pense. Alors la première chose que je veux te proposer, c'est un acte de courage intellectuel. C'est de te poser cette question avec une honnêteté totale. Est-ce que je veux cette personne telle qu'elle est vraiment, avec ses lumières et ses ombres, avec ses qualités et ses limites ? Ou est-ce que je veux la version idéalisée que j'ai construite dans mon esprit depuis qu'elle est partie? Ce n'est pas une question rhétorique, c'est une question qui mérite une vraie réponse. Parce que si tu veux faire revenir quelqu'un, il faut d'abord savoir qui tu veux faire revenir. Prends le temps d'y réfléchir, vraiment. Parce que la suite de ce que je vais te dire repose sur cette clarté-là. Maintenant, parlons de quelque chose que peu de gens osent nommer clairement. La peur de ne plus être aimé, la peur de ne pas être assez, la peur que si cette personne est partie, c'est parce qu'il y a quelque chose de fondamentalement défectueux en toi. Cette peur-là, je l'ai vue dans les yeux de tellement de personnes. Et je vais te dire quelque chose d'important. Cette peur ment. Elle ment parce qu'elle confond une rupture avec un verdict. Elle transforme un moment de vie, une décision prise dans un contexte particulier, par une personne particulière, dans un état particulier, en une vérité universelle sur ta valeur. Et ça, c'est une erreur de logique émotionnelle que nous faisons presque tous. Une rupture ne dit pas que tu n'es pas aimable. Elle dit que cette relation, à ce moment-là, dans ces circonstances-là, n'a pas trouvé son chemin. C'est tout. C'est déjà beaucoup, c'est douloureux, c'est réel, mais ce n'est pas un jugement sur qui tu es. Je pense à Thomas, un homme dans la quarantaine, ingénieur de formation, quelqu'un d'apparemment solide et rationnel, qui était venu me voir dans un état de détresse que je n'aurais pas soupçonné de l'extérieur. Sa compagne l'avait quitté après 7 ans de vie commune, et la phrase qu'il répétait le plus souvent, c'était « Il doit y avoir quelque chose qui ne va pas chez moi. Personne ne reste. Personne ne reste. »
2 mots qui portaient le poids de toute une histoire, d'une enfance où il avait appris que l'amour était conditionnel, où les gens partaient quand tu n'étais plus utile, plus performant, plus conforme à ce qu'ils attendaient. Ce que Thomas cherchait en voulant que sa compagne revienne, ce n'était pas vraiment elle. C'était la preuve qu'il méritait d'être aimé. C'était la guérison d'une blessure bien plus ancienne que cette relation. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. Parce que quand on comprend ça, quand on voit que notre désir que l'autre revienne est souvent chargé de quelque chose de beaucoup plus profond que l'amour pour cette personne spécifique, alors on peut commencer à travailler à la racine, et non plus seulement aux symptômes. Alors laisse-moi te poser une autre question. Quand tu imagines cette personne qui revient, qu'est-ce que tu ressens? De la joie, bien sûr. Peut-être du soulagement. Mais est-ce qu'il y a aussi quelque part un sentiment de validation, un sentiment de ça prouve que j'ai de la valeur? Est-ce que son retour serait aussi une façon de te prouver quelque chose à toi-même? Si la réponse est oui, même en partie, alors ce que je vais te dire maintenant est peut-être la chose la plus importante de tout cet échange. Tu ne peux pas construire une relation saine sur la base d'un besoin de validation. Parce que si l'autre revient pour te valider, tu auras constamment besoin qu'il continue de le faire. Et cette dépendance-là, cette fragilité-là, finit toujours par paisser sur la relation, elle finit toujours par créer exactement la dynamique qui a peut-être contribué à la séparation en premier lieu. Ce que tu dois faire, et je vais être très concret ici, c'est commencer à construire ta propre validation. Indépendamment de lui, indépendamment de son retour ou non, comment? En te reconnectant à ce que tu sais être vrai sur toi-même, pas ce que les autres pensent de toi, pas ce que cette relation t'a appris sur toi. Mais ce que tu sais, dans tes moments de clarté, être tes vraies qualités, tes vraies valeurs, tes vraies forces. Prendre un moment maintenant. Pense à 3 choses que tu sais être vraies sur toi, que cette personne soit là ou non. 3 choses qui ne dépendent pas de son regard, peut-être ta capacité à aimer profondément. Peut-être ton courage face à l'adversité, peut-être ta créativité, ta générosité, ton sens de l'humour, ta loyauté. Ces choses-là sont réelles, elles ne disparaissent pas parce qu'une relation s'est terminée. Et elles sont le fondement sur lequel tout le reste doit reposer. Si ce contenu t'aide à voir les choses différemment, si tu sens que quelque chose résonne en toi, je t'invite à laisser un like et à t'abonner pour continuer à apprendre ensemble. Ça m'aide vraiment à continuer ce travail et ça me permet de savoir que ces mots trouvent leur chemin jusqu'à toi. Reprenons. Nous avons parlé du piège de l'absence, de l'idéalisation, de la peur de ne pas être assez. Maintenant, je veux aborder quelque chose de plus concret. Je veux te parler de ce que tu peux faire maintenant, concrètement, qui augmente réellement les chances que cette personne veuille revenir dans ta vie. Et plus important encore, qui fait de toi quelqu'un avec qui il fait bon être. La première chose, et c'est peut-être la plus contre-intuitive, c'est de lâcher prise sur le résultat. Je sais, tu m'entends dire ça et peut-être que tu te dis, Christophe, tu m'as dit que tu allais m'aider à le faire revenir. Et maintenant, tu me dis de lâcher prise. Alors laisse-moi t'expliquer ce que je veux dire par là. Parce que lâcher prise ne signifie pas abandonner, ça ne signifie pas se résigner, ça ne signifie pas faire semblant de ne pas vouloir que cette personne revienne. Lâcher prise dans ce contexte signifie cesser de laisser le résultat contrôler chacune de tes actions, chacune de tes pensées, chacune de tes décisions. Parce que quand on est obsédé par un résultat, on commence à se comporter d'une façon qui est souvent l'opposé de ce qui a attiré l'autre. Pense-y un instant. Quand tu es dans cet état de besoin intense, de désir urgent que l'autre revienne, comment tu te comportes? Peut-être que tu envoies des messages trop souvent, peut-être que tu surveilles ses réseaux sociaux, peut-être que tu cherches des occasions de le croiser, peut-être que tu te montres sous un jour qui n'est pas vraiment toi en essayant d'être ce que tu penses qu'il veut voir. Et tout ça, même si c'est fait avec le meilleur amour du monde, tout ça crée quelque chose que l'autre ressent comme une pression qui repousse plutôt qu'elle n'attire. L'attraction, la vraie attraction, naît de la liberté. Elle naît du sentiment que l'autre te choisit et non qu'il subit ta présence. Elle naît de l'espace, pas de l'étouffement. Alors lâcher prise sur le résultat, c'est se dire je vais me concentrer sur qui je suis, sur comment je vis, sur ce qui me nourrit, et si cette personne est faite pour être dans ma vie, elle le sentira. C'est une position de force, pas d'indifférence, de force. Parlons maintenant de la communication, parce que beaucoup de gens me demandent est-ce que je dois lui envoyer un message ? Est-ce que je dois lui dire ce que je ressens? Est-ce que je dois prendre contact? Et ma réponse est toujours nuancée, parce que ça dépend de tellement de facteurs. Mais il y a une chose que je dis toujours, si tu prends contact, fais-le depuis un endroit de clarté et non depuis un endroit de désespoir. Il y a une différence énorme entre un message qui dit « tu me manques, je ne peux pas vivre sans toi, reviens s'il te plaît » et un message qui dit « je pense à toi avec tendresse, j'espère que tu vas bien ».
Je voulais juste te le dire, le premier message, même s'il est plus honnête dans l'intensité de ce que tu ressens, place l'autre dans une position inconfortable. Il lui donne le pouvoir absolu sur ton état émotionnel. Et ça, inconsciemment, ça peut faire peur, ça peut donner envie de fuir plutôt que de revenir. Le deuxième message est tout aussi sincère, mais il dit quelque chose de différent. Il dit « Je t'aime, je pense à toi et je vais bien, je suis quelqu'un qui peut tenir debout ». Et c'est ça qui attire, crée de la curiosité. C'est ça qui donne envie à l'autre de se demander comment tu vas, de vouloir prendre des tests nouvelles, de repenser à ce qu'il y avait entre vous. Je pense à une jeune femme, appelons-la Margot, qui avait passé 3 semaines à envoyer des messages désespérés à son ex. Des messages longs, émotionnels, parfois accusateurs, parfois suppliants. Et plus elle envoyait, plus il s'éloignait, plus le silence de l'autre côté devenait lourd. Un jour, lors d'une séance, je lui ai proposé un exercice simple. Pendant 2 semaines, ne lui envoie rien. Pas un message, pas un like sur ses photos, pas un regard furtif à ses stories. 2 semaines à te concentrer sur toi, sur ce qui te fait du bien, sur ce qui te nourrit. Elle a résisté au début. Elle était convaincue que si elle ne faisait rien, il l'oublierait, que le silence serait interprété comme de l'indifférence, que c'était une capitulation. Mais elle a essayé, et à la fin de ces 2 semaines, quelque chose de remarquable s'était produit. Non seulement il avait repris contact, mais elle se sentait différente, plus ancrée, plus sûre d'elle. Et quand elle lui a répondu, c'était depuis cet endroit de force dont je parlais, pas depuis le désespoir. Est-ce qu'il est revenu? Dans son cas, oui. Mais ce qui m'a frappé, c'est qu'au moment où il est revenu, elle était moins certaine de vouloir qu'il revienne, parce que ces 2 semaines lui avaient rappelé qu'elle était sans lui. Et ça avait changé quelque chose de fondamental dans sa façon d'envisager la relation. C'est ça le paradoxe au cœur de tout ce dont nous parlons aujourd'hui. Souvent, c'est en cessant de courir après l'autre que l'autre commence à courir vers toi. Et souvent, c'est en te retrouvant toi-même que tu comprends mieux ce que tu veux vraiment. Faisons une petite pause dans notre réflexion. Je veux te poser une question différente, pas sur lui, sur toi. Qu'est-ce que tu as mis de côté depuis que cette relation a pris fin ou depuis qu'elle batte de l'aile? Quelles activités as-tu abandonnées? Quels amis as-tu moins vus? Quels projets as-tu mis en pause? Quelle partie de toi-même as-tu mis en veille en attendant que la situation se résolve? Parce que c'est là, dans ces espaces abandonnés, que se trouve une partie importante de la réponse à ta question. L'une des choses les plus puissantes que tu puisses faire maintenant, l'une des choses qui va vraiment changer la dynamique, c'est de te réinvestir dans ta propre vie pleinement. Pas comme une stratégie pour rendre l'autre calou, même si parfois ça a cet effet secondaire, mais comme un acte d'amour envers toi-même. Reprends ce cours que tu avais commencé. Rappelle cet ami que tu n'as pas appelé depuis des semaines. Recommence à faire ce sport qui te faisait du bien. Recommence à cuisiner, à lire, à créer, à sortir, à vivre. Parce que la vie ne s'arrête pas pendant une séparation, et si tu la laisses s'arrêter, tu arrives à l'autre côté, qu'il revienne ou non, avec une version appauvrie de toi-même. Une version qui a moins à offrir, moins à partager, moins à vivre. Et inversement, si tu continues à vivre pleinement pendant cette période difficile, tu arrives à l'autre côté avec une version enrichie de toi-même. Une version qui a traversé quelque chose de difficile et qui en est sortie plus forte, plus sage, plus entière. C'est cette version-là qui est irrésistible, pas parce qu'elle joue un rôle, mais parce qu'elle est vraiment là, vraiment présente, vraiment vivante. Si ce que tu entends résonne avec ce que tu vis, je t'encourage à partager cet épisode avec quelqu'un qui pourrait en avoir besoin. Et si tu ne l'as pas encore fait, abonne-toi pour ne manquer aucun de nos échanges. Ensemble, on avance. Maintenant, je veux aborder quelque chose de plus délicat. Je veux te parler des erreurs que l'on fait le plus souvent dans ces moments-là, et je ne dis pas erreur pour te rouger. Je dis erreur parce que ce sont des comportements compréhensibles humains qui naissent de la douleur, mais qui ont tendance à aggraver la situation plutôt qu'à l'améliorer. La première erreur, c'est ce que j'appelle la négociation émotionnelle. C'est quand on essaie de convaincre l'autre de revenir avec des arguments. Tu te souviens comme on était bien ensemble ? Je peux changer, je te promets. Pense à tout ce qu'on a vécu. Ça n'a pas de sens de laisser tomber tout ça. Ces arguments viennent du cœur. Ils sont sincères, mais ils ne fonctionnent pas. Parce que l'amour ne se décide pas avec la tête. On ne peut pas convaincre quelqu'un d'aimer. On ne peut pas argumenter quelqu'un vers le sentiment. Que ces tentatives de négociation font, en réalité, c'est placer l'autre dans une position de juge et toi dans une position de demandeur. Et cette dynamique-là, ce déséquilibre de pouvoir est rarement propice à une reconnexion authentique. La deuxième erreur, c'est ce que j'appelle la transformation forcée. C'est quand on décide de changer radicalement, non pas parce qu'on a compris quelque chose sur soi-même, mais uniquement pour plaire à l'autre,
pour lui montrer qu'on a changé, pour prouver qu'on mérite qu'il revienne. Je comprends l'impulsion, vraiment. Si la relation s'est terminée parce que tu étais trop jaloux, trop distant, trop présent, trop absent, il est naturel de vouloir montrer que tu peux être différent, que tu peux t'améliorer. Mais il y a une différence cruciale entre changer parce que tu as compris que ce changement est bon pour toi et changer uniquement pour récupérer quelqu'un. La première transformation est solide, durable, authentique. La deuxième est fragile. Elle dure le temps de la motivation, s'épuise et l'autre le sente. L'autre scène si tu changes pour toi ou si tu changes pour lui. Et un changement fait pour lui, sans racine profonde dans ta propre compréhension, finit par sonner creux. La troisième erreur, et peut-être la plus douloureuse à entendre, c'est de sacrifier ses propres besoins et limites dans l'espoir que l'autre revienne. C'est d'accepter des conditions que tu n'accepterais pas en temps normal, c'est de te faire plus petit pour tenir dans l'espace que l'autre te laisse. J'ai vu des gens accepter d'être juste amis avec quelqu'un qui les aime profondément, dans l'espoir secret que ça se transforme en quelque chose de plus. J'ai vu des gens accepter une relation à moitié, une présence à mi-temps, une affection conditionnelle parce que quelque chose valait mieux que rien. Et je comprends, vraiment. Quand on a peur de perdre quelqu'un complètement, même une demi-présence semble précieuse. Mais voilà ce qui se passe, quand tu acceptes moins que ce dont tu as besoin, tu envoies un message à l'autre et à toi-même. Tu dis « mes besoins ne comptent pas autant que ta présence ». Et ça érode quelque chose d'essentiel en toi, ça érode ton estime de toi-même. Et ça change la façon dont l'autre te perçoit, souvent pas un mieux, parce que les gens, consciemment ou non, ont tendance à traiter les autres à la hauteur de ce que ces personnes s'accordent à elles-mêmes. Si tu t'accordes peu, si tu acceptes peu, l'autre aura tendance à te donner peu. Alors voilà ce que je te propose comme alternative. Connaître tes besoins, les nommer clairement d'abord à toi-même et les communiquer avec douceur mais avec fermeté, non pas comme une ultimatum mais comme une expression honnête de qui tu es et de ce dont tu as besoin pour être bien dans une relation. Ça peut ressembler à « j'ai besoin de me sentir une priorité pour toi, j'ai besoin de savoir qu'on avance vers quelque chose, j'ai besoin de tendresse et de présence ». Ces mots-là, dites avec calme et sans accusation, sont bien plus puissants que n'importe quelle stratégie de reconquête, parce qu'ils te montrent tel que tu es vraiment. Et si l'autre est la bonne personne pour toi, il entendra ces mots et il voudra y répondre. Parlons maintenant de quelque chose que j'aime appeler la magie de l'authenticité. Parce que je crois profondément que l'authenticité est l'une des forces d'attraction les plus puissantes qui existent. Quand tu es vraiment toi-même, quand tu n'essayes pas de jouer un rôle, quand tu n'essayes pas d'être ce que tu penses que l'autre veut, quelque chose se produit. Tu dégages une énergie particulière, une énergie de présence, de solidité, de réalité. Et cette énergie-là, les gens la ressentent, même s'ils ne savent pas toujours la nommer. Ils savent que tu es quelqu'un de réel. Quelqu'un avec qui ils peuvent être vrais eux aussi. L'authenticité, c'est aussi avoir le courage de dire ce que tu ressens vraiment, sans exagération et sans minimisation. C'est pouvoir dire « ça m'a fait du mal quand tu as fait ça » sans transformer ça en attaque. C'est pouvoir dire « tu me manques » sans que ce soit une supplique. C'est pouvoir dire « je ne suis pas sûr de comprendre ce qui s'est passé entre nous » sans que ce soit une accusation. L'authenticité, c'est la vulnérabilité courageuse. C'est montrer que tu es humain, que tu ressens des choses, que tu n'es pas parfait et que tu n'essaies pas de prétendre le contraire. Et paradoxalement, c'est souvent cette vulnérabilité-là, cette honnêteté-là qui crée la connexion la plus profonde. Je me souviens d'un homme, appelons-le Julien, qui était convaincu qu'il devait se montrer fort et indifférent pour que son ex veuille revenir. Il pensait que montrer sa douleur était une faiblesse. Que s'il montrait qu'il souffrait, elle le mépriserait. Alors il jouait le rôle de quelqu'un qui allait très bien. Il postait des photos de soirées auxquelles il s'ennuyait profondément. Il répondait à ses messages avec une légèreté feinte. Il faisait semblant d'avoir tourné la page alors qu'il aurait tourné le problème dans tous les sens à 3 heures du matin. Un jour, il a craqué. Pas de façon dramatique, mais lors d'une conversation, il a simplement dit la vérité. Il a dit « tu me manques ». Je ne sais pas si ce qu'on avait peut se reconstruire, mais je voulais que tu saches que je pense à toi avec beaucoup de tendresse, et c'est là que quelque chose a changé. Pas parce que ces mots étaient magiques, mais parce qu'ils étaient vrais, et elle l'a senti. Ils ont eu une longue conversation ce soir-là, ils n'ont pas résolu tous leurs problèmes en une nuit, mais ils ont ouvert une porte qui était fermée depuis des mois. Parce que la vérité, dite avec douceur, ouvre des portes que les stratégies ne peuvent pas ouvrir. Laisse-moi maintenant te parler d'un concept qui me tient particulièrement à cœur.
Je l'appelle la reconstruction du soi après la perte. Quand une relation se termine ou quand elle traverse une crise profonde, nous perdons quelque chose au-delà de la personne elle-même. Nous perdons une partie de notre identité parce que dans une relation, nous nous construisons en partie à travers l'autre. Nous devenons nous plutôt que je. Et quand ce nous se désintègre, il faut retrouver le je. Ce travail de reconstruction, ce n'est pas un travail de consolation. Ce n'est pas juste garder la tête hors de l'eau en attendant que les choses s'arrangent. C'est un travail actif, créatif, courageux. C'est se demander qui est-ce que je suis en dehors de cette relation. Qu'est-ce que j'aime? Qu'est-ce qui me fait vibrer? Quelles sont mes valeurs profondes? Vers quoi est-ce que je veux aller? Et ce travail-là a un double bénéfice. D'abord, il te rend plus heureux indépendamment de ce que l'autre décide. Ensuite, il te rend plus attractif parce que quelqu'un qui sait qui il est et où il va dégage quelque chose de magnétique. Je veux que tu penses à quelqu'un que tu admires, quelqu'un dans ta vie ou même une figure publique, quelqu'un qui dégage cette qualité de présence à lui-même, quelqu'un qui semble savoir qui il est, qui n'a pas besoin de l'approbation des autres pour se sentir bien dans sa peau. Est-ce que tu vois cette personne? Est-ce que tu ressens ce que cette qualité dégage? C'est ça que je veux pour toi, pas une façade, une réalité, une vraie solidité intérieure qui vient de t'être connue et d'être en accord avec toi-même. Et ça commence par des petites choses. Par tenir les promesses que tu te fais à toi-même. Si tu te dis que tu vas te lever à 7 heures demain matin, lève-toi à 7 heures. Si tu te dis que tu vas appeler cet ami, appelle-le. Si tu te dis que tu vas reprendre la course à pied, reprends-la. Chaque petite promesse tenue est un message que tu t'envoies à toi-même. Je compte. Je vaux la peine d'être pris au sérieux. Je suis quelqu'un sur qui on peut compter, à commencer par moi-même. Et cette solidité-là, cette confiance en toi-même qui se construit pas à pas, c'est le fondement de tout le reste. Si tu es encore là avec moi, si ces mots trouvent un écho en toi, je t'invite à t'abonner à cette chaîne et à laisser un commentaire pour me dire ce qui résonne le plus avec toi. Tes retours m'aidaient à continuer ce travail et à savoir que nous avançons ensemble. Maintenant, je veux aborder quelque chose d'un peu différent. Je veux te parler de la question du contact. Parce que c'est souvent la question la plus pratique, la plus urgente. Est-ce que je le contacte et si oui, comment? Voici ma réflexion sur ce sujet. Le contact, pour être constructif, doit remplir certaines conditions. Premièrement, il doit venir d'un endroit de calme et non d'urgence. Si tu as envie de lui envoyer un message à 2 heures du matin parce que tu n'arrives pas à dormir et que tu penses à lui, attends le matin. Vois si l'envie est toujours là. Et si oui, formule ton message depuis cet endroit plus calme. Deuxièmement, le message doit être ouvert et non fermé. Un message ouvert laisse de l'espace à l'autre pour répondre librement. Un message fermé qui contient une atteinte implicite ou explicite met l'autre dans une position inconfortable. Troisièmement, et c'est peut-être le plus important, le message ne doit pas chercher une réponse spécifique. Il doit juste dire quelque chose de vrai. Je pensais à toi. J'ai vu quelque chose qui m'a rappelé toi. J'espère que tu vas bien. Des mots simples, sincères, sans pression. Et ensuite, quelle que soit la réponse ou l'absence de réponse, tu continues à vivre. Tu ne surveilles pas ton téléphone toutes les 5 minutes. Tu ne construis pas des scénarios sur ce que son silence signifie. Tu envoies et tu lâches. C'est difficile, je sais. Mais c'est la seule façon de communiquer depuis un endroit de liberté plutôt que de besoin. Parlons aussi de ce qui se passe quand l'autre ne répond pas. Ou quand il répond, mais de façon distante, froide, minimale, parce que c'est souvent là que la douleur est la plus intense et c'est souvent là que les erreurs les plus lourdes de conséquences se produisent. Quand l'autre ne répond pas ou répond peu, notre cerveau entre en mode catastrophe. Il commence à construire des histoires. Il ne répond pas parce qu'il est avec quelqu'un d'autre. Il ne répond pas parce qu'il me déteste et il ne répond pas parce que je lui suis complètement indifférent. Ces histoires, nous les prenons pour des vérités. Nous réagissons à ces histoires comme si elles étaient réelles et souvent nos réactions alimentent exactement la dynamique que nous voulons éviter. Voici ce que je te propose à la place. Quand l'autre ne répond pas, remarque l'histoire que tu te racontes. Et ce homme-là, dis-toi, je me raconte que son silence signifie que je lui suis indifférent. Et ensuite, demande de toi, est-ce que c'est la seule explication possible ou est-ce qu'il y en a d'autres? Peut-être qu'il est occupé, peut-être qu'il ne sait pas quoi répondre, peut-être qu'il a besoin de temps. Peut-être qu'il traverse lui aussi quelque chose de difficile. Je ne te dis pas que ces autres explications sont forcément vraies. Je te dis qu'elles sont aussi possibles et que la catastrophe que ton cerveau a choisi en premier. Et dans cet espace de possibilités, dans ce doute raisonnable, tu peux trouver un peu de paix. Assez de paix pour ne pas envoyer le message de trop. Assez de paix pour te dire je vais voir comment les choses évoluent et en attendant je vais prendre soin de moi.
Je veux maintenant te parler d'un aspect que l'on néglige souvent dans ces situations. Je veux te parler du rôle de ton entourage. Parce que quand on traverse une séparation ou une crise relationnelle, on a souvent besoin de parler et on se tourne vers ses amis, sa famille, ses proches. Et c'est bien, c'est même nécessaire. Nous avons besoin de connexion sociale, surtout dans les moments difficiles. Mais il y a une chose à laquelle je t'invite à faire attention, c'est de ne pas transformer tes proches en tribunal de l'autre. Quand tu passes des heures à analyser avec tes amis chaque message qu'il t'a envoyé, chaque silence, chaque regard, chaque mot, tu fais plusieurs choses qui ne t'aidaient pas vraiment. Tu te maintiens dans une obsession qui épuise, tu construis un dossier à charge contre l'autre, qui te ferme à la possibilité d'une réconnexion et tu sollicites tes amis d'une façon qui peut à terme les épuiser aussi. Ce dont tu as besoin, c'est d'un espace pour exprimer ce que tu ressens, pas d'un jury pour condamner l'autre. Cherche des gens qui peuvent t'écouter sans alimenter ta colère ou ta rumination. Des gens qui peuvent te refléter ta propre sagesse plutôt que de te donner leurs opinions sur quelqu'un qu'ils ne connaissent qu'à travers tes yeux. Et si tu as accès à un thérapeute ou à un accompagnant, c'est souvent l'espace le plus adapté pour ce genre de travail parce que c'est un espace sans jugement, sans agenda propre, sans fatigue émotionnelle. Un espace où tu peux vraiment explorer ce que tu vis sans te soucier de l'impact sur l'autre. Je veux aussi te parler du temps parce que nous vivons dans une culture de l'immédiateté. Nous voulons des résultats maintenant, nous voulons savoir maintenant si la relation peut se reconstruire, nous voulons que la douleur s'arrête maintenant. Mais les relations, les reconnexions profondes, ça prend du temps, la confiance quand elle a été ébranlée, s'est reconstruite lentement. Les émotions, quand elles ont été blessées, ont besoin de temps pour se calmer, pour se clarifier, pour trouver leur chemin. Et ce temps-là, ce n'est pas du temps perdu, c'est du temps nécessaire. C'est du temps pendant lequel quelque chose se travaille, même si tu ne le vois pas, même si tu as l'impression que rien ne bouge. Pense à une graine que tu plantes dans la terre. Pendant les premières semaines, il ne se passait rien en surface, mais sous la terre, des racines se forment, une structure se construit et un jour quelque chose émerge. Et ce quelque chose est solide parce que les racines sont profondes. C'est la même chose avec la reconstruction de soi et avec la reconstruction d'une relation. Le travail se fait souvent en profondeur dans l'invisible avant de se manifester en surface. Alors si tu es dans cette période où rien ne semble bouger, où tu as l'impression que le temps s'étire et que la situation est figée, je veux que tu te souviennes de la graine et je veux que tu continues à arroser, à prendre soin de toi, à vivre, à grandir, parce que ce que tu plantes maintenant dans cette période difficile, c'est ce qui déterminera qui tu seras de l'autre côté. Et qui tu seras de l'autre côté déterminera la qualité de toutes tes relations futures avec cette personne ou avec une autre. Maintenant, je veux aborder quelque chose que j'appelle la question de la compatibilité profonde. Parce que parfois, dans notre désir intense que l'autre revienne, nous oublions de nous demander si cette personne est vraiment faite pour nous. Je ne parle pas de compatibilité de surface. Je parle de compatibilité profonde. Est-ce que vos valeurs fondamentales s'alignent? Est-ce que vos visions de la vie, de l'avenir, de ce que signifie une bonne relation sont compatibles? Est-ce que vous vous traitez mutuellement avec le respect et la tendresse que vous méritez tous les deux? Parce que parfois, une relation se termine parce qu'elle devait se terminer. Parce qu'elle avait atteint ses limites naturelles, parce que les deux personnes, aussi sincèrement qu'elles aient aimé, n'étaient pas faites pour construire quelque chose de durable ensemble. Et reconnaître ça, ce n'est pas une défaite, c'est une sagesse, c'est une forme de respect pour toi-même et pour l'autre. C'est dire, ce que nous avons vécu était réel et précieux, et ce n'était peut-être pas destiné à durer éternellement, et c'est peut-être correct ainsi. Je sais que ces mots peuvent être difficiles à entendre si tu es dans un état de désir intense que l'autre revienne, mais je te les offre comme une possibilité à garder dans un coin de ta conscience. Pas pour abandonner l'espoir, mais pour l'élargir, pour te permettre d'envisager que le meilleur scénario possible n'est peut-être pas forcément celui que tu imagines en ce moment. Le meilleur scénario possible pourrait être que cette personne revienne et que vous construisiez quelque chose de plus solide et de plus conscient qu'avant. Ou le meilleur scénario possible pourrait être que tu traverses cette période et que tu en sortes tellement plus fort, tellement plus clair sur qui tu es et ce que tu veux, que tu attires dans ta vie quelqu'un qui te correspond encore mieux. Les deux sont des bons scénarios, les deux méritent d'être ouverts. Laisse-moi maintenant te parler de quelque chose de très concret. Je veux te donner ce que j'appelle les 3 pratiques quotidiennes pour traverser cette période avec plus de grâce. La première pratique, c'est ce que j'appelle le journal de gratitude émotionnelle. Chaque soir, avant de dormir, prends quelques minutes pour écrire 3 choses. D'abord, une chose pour laquelle tu es reconnaissant aujourd'hui. Ça peut être quelque chose de très simple.
Un bon repas, une conversation agréable, un moment de soleil. Ensuite, une chose que tu as bien faite aujourd'hui. Pas quelque chose de grandiose, juste quelque chose de bien. Et enfin, une chose que tu as ressentie aujourd'hui et que tu veux reconnaître, quelle qu'elle soit, même si c'est de la tristesse ou de la colère. Cette pratique fait plusieurs choses. Elle t'ancre dans le présent plutôt que dans la rumination. Elle te rappelle que ta vie est plus grande que cette situation. Et elle t'apprend à reconnaître et à honorer tes émotions plutôt que de les fuir. La deuxième pratique, c'est ce que j'appelle le mouvement intentionnel. Chaque jour, bouge ton corps d'une façon qui te fait du bien, pas nécessairement pour perdre du poids ou pour être plus beau, mais pour te reconnecter à ton corps, pour libérer les tensions, pour produire ces endorphines qui font du bien. Une marche, une course, du yoga, de la danse dans ta cuisine, peu importe ce que c'est. L'important, c'est que tu le fasses consciemment pour toi parce que tu mérites de te sentir bien dans ton corps. La troisième pratique, c'est ce que j'appelle la connexion choisie. Chaque semaine, choisis une personne dans ta vie et prends contact avec elle de façon intentionnelle. Pas un like sur une photo, un vrai contact. Un message qui dit quelque chose de sincère, un appel téléphonique. Un café, quelque chose de réel, parce que la connexion humaine, la vraie connexion, est l'un des meilleurs antidotes à la douleur de la séparation. Elle te rappelle que tu es aimé, que tu fais partie d'un tissu de relations qui existe au-delà de cette relation spécifique et elle nourrit cette partie de toi qui a besoin d'appartenir, de compter, d'être vue. Ces trois pratiques, si tu les tiens pendant 30 jours, vont changer quelque chose en toi. Je ne te promets pas qu'elles vont faire revenir l'autre, mais je te promets qu'elles vont changer la façon dont tu te sens. Et quand tu changeais la façon dont tu te sens, tu changeais la façon dont tu te comportes. Et quand tu changeais la façon dont tu te comportes, tu changeais ce que tu attires dans ta vie. C'est un cercle. Et tu peux choisir de le faire tourner dans le bon sens. Je veux maintenant te parler d'une chose que l'on ne dit pas assez dans les conversations sur les relations. Je veux te parler du pardon. Non pas comme une obligation morale, non pas comme quelque chose que tu dois faire parce que c'est bien, mais comme un acte de libération pour toi-même. Quand une relation traverse une crise ou se termine, il y a presque toujours de la douleur et avec la douleur, il y a souvent de la colère, parfois de la rancœur, parfois un sentiment de trahison ou d'injustice. Et ces émotions sont légitimes, elles ont leur place, elles méritant d'être ressenties, exprimées dans un espace sûr et connu. Mais si tu les laisses s'installer, si tu les nourris, si tu construis ta relation au monde autour d'elles, elles deviennent une prison. Une prison dans laquelle tu portes l'autre avec toi, même quand il est physiquement absent. Et dans cette prison, il n'y a pas de place pour la légèreté, pour la joie, pour la nouvelle vie que tu pourrais construire. Le pardon, dans ce sens-là, c'est dire je ne te donne plus le pouvoir de dicter mon état intérieur. Ce n'est pas dire que ce qui s'est passé était correct. Ce n'est pas dire que tu acceptes d'être traité de cette façon à nouveau, c'est juste décider de ne plus porter le poids de la rancœur et ça vaut aussi pour toi-même. Parce que souvent, dans les ruptures, nous nous en voulons à nous-mêmes. Nous rejouons les scènes, nous nous demandons ce que nous aurions pu faire différemment. Nous nous jugeons sévèrement pour nos erreurs, nos maladresses, nos moments de faiblesse. Le pardon de soi, c'est dire « j'ai fait de mon mieux avec ce que je savais à ce moment-là. J'ai agi depuis mon niveau de conscience de l'époque et maintenant je sais plus. Et avec ce que je sais maintenant, je peux faire mieux, c'est tout. Ce n'est pas se donner une absolution facile. C'est reconnaître que nous sommes tous des êtres en apprentissage. Et que les erreurs font partie du chemin. Je veux maintenant te partager une réflexion qui m'accompagne depuis longtemps. Une réflexion sur ce que signifie vraiment aimer quelqu'un. Aimer quelqu'un, ce n'est pas vouloir qu'il soit là à tout prix. Ce n'est pas vouloir sa présence même si elle nous fait du mal. Ce n'est pas s'accrocher à quelqu'un parce qu'on a peur de la solitude ou de l'inconnu. Aimer quelqu'un, vraiment, c'est vouloir son bien. Même si son bien, dans certains cas, signifie qu'il n'est pas avec toi. Même si son bien signifie qu'il a besoin de distance pour comprendre quelque chose sur lui-même. Même si son bien, dans certains cas, signifie qu'il sera plus heureux avec quelqu'un d'autre. Je sais que c'est une pensée difficile, je sais qu'elle peut faire mal. Mais il y a quelque chose de profondément libérateur dans cette façon de voir les choses, parce qu'elle déplace le centre de gravité. Elle passe de « je veux que tu reviennes parce que j'en ai besoin » à « je veux ce qui est le mieux pour toi et j'espère que ça inclut moi ». Et cette deuxième posture-là, cette générosité-là est paradoxalement bien plus attractive que la première, parce qu'elle dit à l'autre « je t'aime assez pour te laisser libre ».
Et la liberté, c'est ce dont tout être humain a besoin pour s'épanouir. Alors si tu veux vraiment que cette personne revienne, commence par lui offrir sa liberté, non pas comme une stratégie, mais comme un vrai acte d'amour. Dis-lui dans tes actes, si ce n'est pas dans tes mots, je suis là si tu veux revenir, et je te laisse libre de choisir. C'est peut-être le geste le plus courageux que tu puisses faire. Et c'est souvent le plus efficace. Nous approchons de la fin de notre échange d'aujourd'hui. Et avant de conclure, je veux prendre un moment pour récapituler ce que nous avons traversé ensemble. Parce que j'aime que les choses soient claires, que tu puisses repartir avec quelque chose de concret. Nous avons parlé du piège de l'idéalisation, cette tendance à embellir le passé et à vouloir récupérer une version idéalisée de l'autre plutôt que la personne réelle. Nous avons parlé de la peur de ne pas être assez et de comment cette peur ment en transformant une rupture en verdict sur ta valeur. Nous avons parlé du lâcher prise sur le résultat, non pas comme une résignation, mais comme une posture de force qui permet d'agir depuis un endroit de liberté plutôt que de besoin. Nous avons parlé des erreurs les plus courantes, la négociation émotionnelle, la transformation forcée, le sacrifice de ses propres besoins. Nous avons parlé de la magie de l'authenticité, de la vulnérabilité courageuse, de la communication depuis un endroit de calme et de vérité. Nous avons parlé de la reconstruction du soi, de l'importance de se réinvestir dans sa propre vie, de tenir les promesses qu'on se fait à soi-même. Nous avons parlé des 3 pratiques quotidiennes, le journal de gratitude émotionnelle, le mouvement intentionnel, la connexion choisie. Et nous avons parlé du pardon de soi et de l'autre, non pas comme une obligation, mais comme un acte de libération. Et nous avons parlé de ce que signifie vraiment aimer quelqu'un, avec cette générosité qui offre la liberté plutôt que de chercher à retenir. Tout ça forme un chemin qui ne te garantit pas que l'autre reviendra, mais qui te garantit quelque chose de peut-être plus précieux encore, que tu seras une version plus entière, plus solide, plus lumineuse de toi-même, quelle que soit la direction que prend cette histoire. Et voilà ce que je veux te dire pour finir. Ce que tu traverses en ce moment, cette douleur, cet espoir mêlé de peur, cette incertitude, tout ça te parle. Tout ça te dit quelque chose sur toi, sur ce que tu veux, sur ce qui compte vraiment pour toi, sur les blessures qui méritent d'être guéries, sur les forces que tu n'as peut-être pas encore pleinement reconnues. Alors ne gaspille pas cette période, ne passe pas ces semaines ou ces mois à attendre que l'autre décide de ta vie et utilise ce temps. Investisse-le. Deviens pendant ce temps la personne que tu veux être. La personne avec qui tu aimerais être en relation. La personne qui sait qui elle est et ce qu'elle vaut. Parce que cette personne-là, cette version de toi qui est ancrée, qui est vivante, qui est vraie, cette personne-là est irrésistible. Pas pour tout le monde, mais pour les bonnes personnes. Pour les personnes qui sont vraiment faites pour être dans ta vie. Et si cette personne que tu aimes est faite pour être dans ta vie, elle le sentira, elle sera attirée par qui tu es devenu. Elle voudra revenir vers cette lumière que tu auras appris à porter en toi. Et si ce n'est pas le cas, alors tu seras prêt. Prêt pour ce qui vient, prêt pour une relation qui sera à la hauteur de qui tu es vraiment. Une relation dans laquelle tu n'auras pas à te faire plus petit pour tenir, une relation dans laquelle tu pourras être pleinement toi-même et être aimé pour ça. C'est ce que tu mérites, c'est ce que tout le monde mérite. Et c'est possible. Même si en ce moment ça te semble loin, même si en ce moment tu pensais que c'est impossible, c'est parce que tu es là, parce que tu cherches, parce que tu t'interroges, et parce que quelqu'un qui cherche, qui se pose des questions, qui a le courage d'écouter et de se remettre en question, cette personne-là est déjà sur le chemin. Tu es déjà sur le chemin. Merci de m'avoir accompagné jusqu'ici, merci de ta confiance, de ton temps, de ton ouverture. Si ce contenu t'a été utile, si quelque chose dans ce que nous avons partagé aujourd'hui a résonné avec ce que tu vis, je t'invite à t'abonner et à le partager avec quelqu'un qui pourrait en avoir besoin. Parce que parfois, les mots que l'on atteint au bon moment changent quelque chose. Et peut-être que ces mots-là sont faits pour quelqu'un que tu connais. Prends soin de toi avec toute ma tendresse. On se retrouve dans le prochain épisode.